Nous, au GICAN, on a à peu près 50% de nos adhérents qui exportent, qui travaillent à l'international, alors qui exportent ou qui vendent à l'international, qui produisent localement. Et le chiffre d'affaires, c'est en moyenne, effectivement, 50% à l'international. Dans l'aéronautique, c'est plus. Donc on est vraiment dans des industries très exportatrices. La France est régulièrement dans le top 3 des exportateurs de défense. Donc c'est vraiment essentiel pour le développement de l'emploi en France, le développement de la R&D et de la techno, et donc le maintien des compétences et des savoir-faire français. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous sommes à Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, dans le cadre du World Defense Show. À l'occasion de ce salon de l'armement, nous vous proposons un entretien passionnant avec le délégué à l'internationalisation des entreprises et à l'export au GICAN, le groupement des industries de construction et activités navales, qui est un syndicat professionnel fédérant plus de 280 industriels et organisations du secteur maritime français. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Arnaud, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Arnaud Martin-Lator, je suis délégué international au GICAN, le groupement des industries de construction et activités navales. Je parle un peu du GICAN. Ouais. Le GICAN, c'est donc un syndicat professionnel qui regroupe à peu près 300 entreprises de la construction navale. Donc c'est les chantiers navals, civils et militaires. Donc on a deux gros chantiers, chantier de l'Atlantique qui fabrique les plus gros paquebots du monde, et Naval Group qui produit à peu près toute la gamme de navires, du sous-marin au navire de surface en passant par le porte-avions, et une dizaine de chantiers de taille moyenne qui produisent des navires civils, des navires militaires, les branches navales et maritimes des grands groupes de défense et civils, et ensuite 70% d'ETI et de PME qui fournissent les équipements et les systèmes pour les chantiers navals français, pour les grands donneurs d'ordre français et des donneurs d'ordre étrangers aussi. L'équilibre est important entre la France et l'étranger. Et puis on a pas mal d'entreprises qui produisent leurs propres systèmes, des radars, des drones, et qui n'ont pas besoin de passer par un donneur d'ordre, qui ne sont pas sous-traitants et qui vendent directement à des forces armées, à des forces de police ou à des opérateurs industriels. D'accord. C'est combien d'adhérents le GICAN ? C'est 300 adhérents, qui se répartissent entre grands groupes et PME, ETI et start-up. D'accord. Aujourd'hui, on est sur le salon de Riyad, le World Defense Show. C'est la deuxième édition et c'est la deuxième édition à laquelle vous êtes présent, c'est ça, hein ? Vous étiez présent à la toute première. Pourquoi être venu ici ? Alors un de nos rôles, GICAN, c'est d'organiser des salons. Déjà, on a deux gros salons avec notre filiale qui s'appelle la Sogena. On organise le plus gros salon naval de défense qui s'appelle Euronaval, qui se tient tous les 2 ans à Paris. Le prochain se tient en novembre à Villepinte, Paris-Nord-Villepinte. Et il réunit l'ensemble de l'industrie navale mondiale et des délégations de tous les pays du monde. Et un salon maritime civil, Euromaritime, qui se tient à Marseille, aussi tous les 2 ans, et qui s'est tenu très récemment, la semaine dernière. On est aussi fédérateur de pavillons France, notamment sur des salons de défense, soutenus par le ministère des Armées. On est sur à peu près 5 pavillons France par an, où on réunit des entreprises du GICAN, du GICAT et du GIFAS. Et effectivement, quand il y a 3 ans et demi a été créé le salon WDS, on s'est positionné. C'est nous qui avons gagné la fédération du pavillon France. Il n'y a pas eu de compétition, mais c'est nous qui avons pris la fédération du pavillon France. La première édition s'est plutôt bien passée, avec 25 entreprises présentes. Le salon se mettait en place, créer un salon c'est pas évident, donc il y avait quelques loupés mais qui se sont améliorés, et donc on a continué. Sur la deuxième édition, on est encore présent avec 38 entreprises cette fois-ci. Et pour l'instant, on est presque à la fin du salon, on sent des marques d'intérêt et des gens qui se réinscrivent déjà pour dans 2 ans. D'accord. Ouais, vous préparez déjà l'édition de 2025, tout à fait. C'est ça ? 2025, parce que les organisateurs font... 2026.
Et donc on met donc oui, effectivement, les organisateurs proposent déjà les réinscriptions. Donc c'est pas toujours évident pour les PME, et on sait que les PME, mais on prend une surface pour bloquer une surface, parce que sur les salons c'est important. C'est aussi un jeu d'échecs, et le positionnement est très important. Plus on amène d'entreprises, mieux on est positionné. Et donc effectivement, vous l'avez vu, l'Espace France est plutôt bien positionné dans un hall international. Il y a 2 halls internationaux et un hall très saoudien. Le positionnement est vraiment important pour la visibilité et puis capter des délégations et de visiteurs. Et donc l'idée, c'est de conserver cet emplacement, effectivement, et en ayant un espace important et en amenant des entreprises. Carrément. Et j'encourage les auditeurs à regarder notre reportage photo qu'on a pu faire ici sur le World Defense Show, où on verra un peu visuellement à quoi ça ressemble, et c'est très impressionnant, surtout quand on ne connaît pas trop ce milieu. Là, on est vraiment dans les coulisses de ce qui se fait en termes d'armement et quelque part de géopolitique aussi, parce qu'on voit tous les pays. L'Ukraine est représentée, la Russie est représentée, la Chine. Vous, quel regard vous portez sur ce genre d'événements et qui plus est à l'international? Alors, WDS, c'est un salon assez particulier, puisque quand les organisateurs ont décidé de le créer, ils voulaient en faire le plus grand salon du monde. C'est des ambitions saoudiennes. Ce qu'on constate pour l'instant, c'est que c'est un grand salon qui a pris. C'est pas évident de lancer un nouveau salon. C'est pas le plus grand salon du monde en élément. En tout cas, c'est un très grand salon régional qui est en concurrence avec IDEX, qui se tient les années suivantes, les années aux Émirats, à Abu Dhabi. Et donc oui, là, il y a une vraie compétition. On est sur 2 salons on va dire régionaux quand même. Les gens qui viennent ici viennent pour viser le marché saoudien. Et donc il y a le monde entier qui vient exposer, mais pour le marché saoudien. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à regrouper la plupart des entreprises de défense occidentales, asiatiques. Et donc oui, ils ont gagné, on va dire, leur pari. Mais je le redis, les entreprises qui viennent ici, qui viennent exposer ici, viennent vraiment pour le marché saoudien et les opportunités du marché saoudien. S'ils veulent viser le marché émirati, ils vont à IDEX. Et s'ils veulent viser les marchés mondiaux, ils vont sur les salons français, Euronaval, Eurosatory, Salon du Bourget. D'accord. Il n'y a pas les gens viennent pas pour essayer de faire du commerce avec les Turcs ou avec les Américains qui sont ici Il peut y avoir des relations de B2B qui se créent, mais s'ils veulent vendre pour nous des marines ou des forces aériennes, ça se passera plutôt dans le pays. C'est ce qui remonte quand même des échanges avec les entreprises. C'est quand elles exposent sur un salon à l'étranger, c'est quand même en particulier pour viser le pays organisateur. Et il se trouve qu'il y a quelques salons qui ont des vocations régionales, mais c'est pas, et tant mieux pour nos propres salons. Ils sont pas concurrents de ce qu'on organise, nous. Où on fait venir effectivement, et ça dépend aussi du niveau des délégations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de salons qui font la publicité sur le nombre de délégations, on verra. Alors, il y a la question du nombre et la question du niveau de délégation, je ne vais pas dire la qualité mais le niveau. Sur les salons organisés en France, qui sont les leaders mondiaux, on a les chefs d'état-major de marine, on a les ministres. Ici c'est très variable, une représentation étrangère, ça peut être d'un niveau assez opérationnel, ce qui n'est pas une critique, mais c'est pas le même niveau de représentation. Et le message qu'on passe, c'est pas le même qui peut être passé en France notamment. D'accord. Ici, en Arabie Saoudite, c'est un pays qui est ouvert depuis très peu, en fait, de très peu de temps à l'international, aux étrangers. On peut prendre un visa que depuis, je crois, 2019, il me semble. Et il y a beaucoup de choses à faire. On le voit dans les infrastructures. C'est un pays qui bouge énormément. Comment ça se passe sur le marché maritime et militaire, justement? Alors, les entreprises françaises sont présentes depuis assez longtemps en Arabie Saoudite. C'est un pays assez connu. Puisque les entreprises de défense dans le terrestre, dans l'aéronautique et surtout dans le naval ont vendu aux forces armées saoudiennes il y a plusieurs années. Il y a eu des programmes relativement importants, les frégates Sawari notamment, mais pas uniquement. CMN a vendu des bateaux aussi il y a de nombreuses années.
Donc ils connaissent bien les produits français, des hélicoptères, des véhicules blindés. Mais la majorité des équipements achetés par les Saoudiens sont américains, puis britanniques. Et ensuite, effectivement, il y a une part qui est ouverte à d'autres. Ça a été les Français, je l'ai dit, les Espagnols plus récemment, les Sud-Coréens. Et effectivement, on constate là une ouverture aux fournisseurs, à d'autres fournisseurs. Ça s'explique aussi par le fait qu'ils ne veulent plus acheter seulement sur étagère, mais ils en parlent en permanence, c'est la localisation. C'est-à-dire leur volonté, c'est de développer la base industrielle et de défense et technologique saoudienne, de produire sur place. Donc d'abord en coopération avec des entreprises, en les incitant à venir en Arabie, à installer des chaînes, à transférer de la technologie, à produire en commun pour devenir autonomes dans la production de leurs équipements de défense. Ils espèrent, ce que disait l'ambassadeur de France, d'ici 2030, être à 50% d'autonomie dans leurs équipements de défense. C'est la vision 2030. C'est compliqué, la marche paraît difficile à atteindre, mais en tout cas, ils ont cette volonté, ils y mettent les moyens, et effectivement, ils s'ouvrent au monde entier pour ceux qui sont prêts à le faire. D'où nos entreprises, alors les grosses entreprises françaises sont présentes depuis assez longtemps et puis continuent à investir. Avec Thales, on le voit avec KNDS, Naval Group. Maintenant, la question, c'est plus pour nos PME. C'est vrai que c'est pas évident pour les PME de pouvoir investir dans un pays. Elles cherchent souvent des distributeurs, mais on a des PME extrêmement innovantes qui ont des technologies très avancées. Et donc, il peut y avoir aussi des accords avec, on parlait de MOU, mais un MOU, c'est un accord de base pour commencer à discuter. Et ensuite, il peut y avoir, on l'espère, des accords de coopération avec certaines entités publiques et privées, d'ailleurs, saoudiennes, pour pouvoir développer des choses ensemble pour les forces armées saoudiennes. Quand on parle de 50% de dépenses liées à la localisation en interne, pour avoir un ordre d'idée, en France, c'est de quel ordre par exemple? Alors c'est pas 50% de dépenses, c'est être capable de produire 50% de leurs équipements de défense. Voilà. Okay. Donc en France, nous on est quasi autonome. C'est pas 100%, parce qu'on achète des équipements à l'étranger, les catapultes aux États-Unis pour le porte-avions. Donc on achète aussi, mais on se fournit essentiellement en France. Et la France a une très grande souveraineté dans les domaines naval, terrestre, aérien. C'est une de nos forces. Et c'est aussi un argument pour les clients à l'export en disant on vend des équipements qui sont ITAR-free, donc qui ne dépendent pas d'autorisation, notamment américaine. Une fois que il y a les licences d'exportation et qu'on vous livre les équipements, vous êtes autonome, ce qui n'est pas tout à fait vrai sur certains équipements de certains pays, c'était les États-Unis, où effectivement il peut y avoir blocage de certains systèmes ou arrêt de livraison de pièces de rechange, choses comme ça. Donc il y a cette volonté, mais l'Arabie Saoudite n'est pas la seule. L'Inde fait du Make in India, les Indonésiens veulent être autonomes, les Turcs sont dotés d'une autonomie. Donc les Émiratis ont envie aussi. Donc il y a cette volonté de développer l'industrie et la base industrielle et de devenir souverain aussi. Est-ce qu'il n'y a pas comment on passe ce problème parce que quelque part c'est un problème pour une entreprise de devoir faire du transfert de technologie. On en parle beaucoup au niveau dans le grand public avec les puces par exemple qui sont faites à Taïwan et il y a, malgré la production à Taïwan par exemple, la propriété intellectuelle reste aux États-Unis, donc il y a cette logique-là. Dans l'industrie de défense où il y a ça implique encore plus de choses parce que c'est la sécurité du pays. Et il y a des secrets industriels, etc. Comment on arrive à jongler sur un salon comme celui-ci? Déjà, le principe, c'est que l'exportation d'équipements de défense est interdit par principe. C'est dérogatoire, c'est-à-dire que nos industriels, pour pouvoir exporter, doivent obtenir des licences et des autorisations d'exportation, puisque le principe, c'est pas d'exportation. Donc c'est quand même un domaine très particulier, où effectivement, compte tenu des questions de souveraineté, on n'exporte pas par principe. Voilà. Mais oui, il y a des exportations et au-delà des exportations, de plus en plus des coproductions, des productions locales, notamment dans le naval. Le naval, c'est quand même les sous-marins
fabriqués pour l'Inde, les Scorpènes sont fabriqués en Inde, les sous-marins pour le Brésil sont fabriqués au Brésil. Donc effectivement, il y a du transfert de technologie, de savoir-faire. C'est complémentaire, c'est-à-dire que l'export est essentiel pour l'industrie de défense parce qu'il y a les commandes nationales importantes des armées françaises, mais elles ne suffisent pas pour maintenir toujours les chaînes de production. Donc l'export est important. Et pour le maintenir, effectivement, il y a la vente sur étagère, mais ça se fait de moins en moins. Et donc les pays qui ont des industries souhaitent aussi y participer. Donc eux peuvent être intégrés dans la supply chain aussi pour équiper une partie des équipements qu'on leur vend, des systèmes qu'on leur vend. Et puis effectivement, il y a ces transferts. Alors nos entreprises sont effectivement très prudentes parce que l'idée, c'est pas d'aider à développer le futur concurrent. Donc certes, on essaie de garder toujours une longueur d'avance, mais il y a plein d'autres méthodes. Il y a aussi le transfert, c'est pas seulement transfert de système ou de technologie, c'est aussi le transfert du savoir-faire. La formation est hyper importante, déjà pour maintenir les équipements pour qu'ils fonctionnent. Donc ça, c'est une partie formation. Ensuite, il y a tout ce qui est le développement en commun. Ça, c'est important, puisqu'on est avec des pays aussi, pour certains, qui sont à des niveaux technologiques relativement avancés. Et donc, l'idée, c'est aussi, pour nous, d'échanger sur du savoir-faire. C'est important pour nos entreprises, de leur transférer, de travailler ensemble et de développer des produits, soit pour le marché local, je ne parle pas spécifiquement de l'Arabie Saoudite, mais ça peut s'appliquer, soit pour le marché français aussi, ou pour des marchés tiers. C'est-à-dire qu'on développe un produit en commun avec une industrie, et puis après, on le vend à d'autres pays. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Mais effectivement, il y a ce qu'on appelle les boîtes noires chez les industriels, c'est-à-dire des technologies, des savoir-faire en propre qui sont majeurs pour l'entreprise et aussi pour les armées françaises et qui ne seront jamais transférés parce qu'ils remettraient en cause notre souveraineté et c'est pas le... Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, je me fais un peu l'avocat du diable, de délocaliser certaines productions à l'étranger et donc du coup de défavoriser quelque part cette nouvelle ressource qui arrive en France pour faire travailler des Français parce que c'est un peu un des rares arguments qu'a le complexe militaire-industriel de dire on va produire des missiles, des armes, etc. mais ça donne de l'emploi nationalement, donc c'est une bonne chose. Mais si cet emploi est transféré dans un autre pays, comment ça se passe du coup ? Alors je dirais il n'y a pas de complexe militaro-industriel. Il y a la base industrielle technologique de défense française qui emploie énormément de gens. Et effectivement, il y a cette question de l'emploi en France. Mais l'emploi en France, comme dans plein d'autres secteurs, l'export est essentiel aussi au maintien de l'emploi en France. Puisque quand on vend à l'international, il y a des choses qui sont produites en France. Les Rafales sont produits en France. Les FDI, par exemple, vendus à la Grèce, sont produites en France avec des industriels grecs aussi qui sont à bord. Mais comme je vous disais, il y a aussi des équipements qui sont fabriqués sur place. Et si on prend le Scorpène, par exemple, le Scorpène n'est pas en service dans la marine française. C'est un produit d'exportation. Donc il n'est vendu qu'à l'export. Il n'aurait pas été produit spécialement en France. C'est un produit vraiment destiné à l'export. Et donc il y a ce maintien de la base industrielle et ce développement de la base industrielle et l'export contribue vraiment au développement. Nous, au GICAN, on a à peu près 50% de nos adhérents qui exportent, qui travaillent à l'international, alors qui exportent ou qui vendent à l'international, qui produisent localement. Et le chiffre d'affaires, c'est en moyenne, effectivement, 50% à l'international. Dans l'aéronautique, c'est plus. Donc on est vraiment dans des industries très exportatrices. La France est régulièrement dans le top 3 des exportateurs de défense. Donc c'est vraiment essentiel pour le développement de l'emploi en France, le développement de la R&D et de la techno, et donc le maintien des compétences et des savoir-faire français. Et il n'y a pas de délocalisation, il y a plus de la production locale, mais qui emmène aussi, quand je prends les sous-marins au Brésil ou en Inde, ça entraîne aussi une partie de la chaîne industrielle française
qui continue à produire en France, mais qui va accompagner des grands donneurs d'ordre sur place pour satisfaire les besoins et continuer à travailler aussi pour les commandes des armées françaises. Oui, et puis de toute façon, c'est du chiffre d'affaires qui arrive dans la boîte en France et du coup qui paye ses impôts en France et du coup qui contribue au rayonnement derrière. Et c'est surtout de plus en plus une contrainte. On parlait longtemps d'offset, de compensation industrielle. Ça continue et de plus en plus de pays sont demandeurs. Et donc, effectivement, ça devient de plus en plus difficile, ça a souvent été le cas, de vendre sur étagère un équipement. Les grands pays maintenant sont demandeurs d'intégrer leur chaîne industrielle et donc si on ne le fait pas, on se ferme la porte clairement de ces marchés. Et comme je dis, ça peut être aussi des sources d'opportunités puisque avec certains pays assez avancés technologiquement, qu'ils soient asiatiques, moyen-orientaux ou européens, c'est aussi du co-développement et du partage de savoir-faire qui permet aussi de monter en compétences et en qualité. Ici en Arabie Saoudite, donc il y a ce salon, mais c'est un élément central de la géopolitique actuelle. On a vu avec l'Arabie Saoudite essaie de se placer comme diplomate pour le conflit israélo-palestinien. La Russie est présente ici, donc ça veut dire aussi beaucoup de choses sur ce conflit-là. Et plus récemment, il y a les Houthis qui ont directement attaqué des frégates françaises avec des drones. Quel regard vous portez, vous, sur cette zone et à l'aube de cet événement ? Alors, la France est très présente dans la zone, effectivement, aux EAU avec un accord stratégique avec les Émirats Arabes Unis, un accord de partenariat avec l'Arabie Saoudite aussi. Et la France est présente en mer Rouge, dans l'océan Indien. Et effectivement, ça s'est passé en mer Rouge avec les attaques contre des navires militaires et des navires civils, fait que le trafic en mer Rouge est extrêmement limité. Et donc de nombreux pays occidentaux, asiatiques et du Moyen-Orient ont mis en place des navires. Il y a des navires pour protéger les cargos qui circulent encore. Et puis c'est surtout pour essayer de rétablir le trafic maritime qui est essentiel pour le commerce mondial. Il y a des coopérations très régulières entre toutes les marines, la plupart des marines du monde, pas que occidentales. On a des navires sud-coréens, des navires saoudiens et émiratis. Donc la coopération entre les marines est quasi permanente pour assurer notamment le trafic international et la sécurité internationale. Et donc oui, effectivement, on le voit ici, l'intérêt effectivement, c'est d'assurer la stabilité dans la région, qui a été effectivement déstabilisée ces derniers temps. Mais effectivement, l'intérêt, c'est aussi d'arriver à une stabilisation et une coopération. On voit la reprise des relations, notamment entre le Qatar, les Émirats et l'Arabie, qui avait été compliquée ces dernières années. Et donc, on est plutôt dans cette tendance. Les Émiratis sont présents ici, les Qataris sont présents ici. Et effectivement, on est plutôt dans cet esprit de coopération militaire, politique et de développement. Et notamment l'Arabie Saoudite, dans sa vision 2030 et les méga-projets, et d'assurer ce développement économique, technologique, en partenariat, comme vous le disiez, on le voit ici, pas que dans le secteur de la défense, avec des partenaires du monde entier, au-delà de ces partenaires traditionnels, notamment américains. Justement, le fait qu'il y ait autant de partenaires potentiels pour l'Arabie Saoudite, c'est encore plus de difficultés pour vous, le pavillon français, de réussir à tirer votre épingle du jeu. C'est quoi votre technique ou stratégie pour réussir à maintenir cet enjeu pour vous ? Alors, effectivement, les entreprises les plus présentes en nombre, c'est les Américains. Ensuite, je pense que c'est les Turcs. Les Sud-Coréens sont bien représentés, mais la France, avec une cinquantaine d'entreprises au total, et on n'a pas à rougir, on est très bien représenté. On a des plus grosses représentations. Il y a la concurrence. Mais qu'on voit sur d'autres marchés, les Turcs, Sud-Coréens, qui remportent certains marchés. Mais la France, comme je vous disais, a des produits, soit nos grands groupes ou nos PME très technologiques, qui sont éprouvés, utilisés par les forces armées françaises et de nombreuses forces armées dans le monde entier, utilisés au combat. Et donc elles ont fait leurs preuves, ce qui n'est pas toujours le cas pour les concurrents étrangers. Et puis la France propose aussi un large éventail de savoir-faire, soit dans le terrestre, dans l'aérien ou dans le naval. Et
cette capacité aussi d'assurer, on parlait, des produits souverains. C'est-à-dire qu'on n'a pas le contrôle sur ces équipements. Ils sont ITAR-free, ils ne dépendent pas de notre bonne volonté, au bon vouloir français pour être utilisés par les clients finaux. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays qui contrôlent encore les produits qu'ils ont vendus à leurs clients. Quel regard vous portez vous, sur les capacités militaires de l'Arabie Saoudite et peut-être plus largement des pays, ce qu'on appelait les pays émergents, les pays des BRICS, qui sont de plus en plus armés, mieux équipés que parfois certaines armées, alors peut-être pas mieux que la France, mais parfois on peut se demander quand on voit le type d'équipement, ou je pense même en termes de simulation, en termes d'entraînement, comme ils ont plus de moyens, techniquement ils sont mieux équipés, moins expérimentés, mais quel regard vous portez sur ça ? Ah oui, effectivement, on voit des pays qui ont des moyens financiers, donc qui se dotent d'équipements de grande qualité. Après, il y a la qualité des équipements, mais il y a aussi la formation qui est importante. Il y a aussi l'expérience sur le terrain. Donc c'est un ensemble, il n'y a pas que l'équipement hautement technologique. C'est un ensemble qui fait, et puis c'est aussi le développement de stratégies, de concepts d'emploi, sur lequel effectivement les Français sont plutôt bien expérimentés en étant présents sur différents théâtres d'opération. Oui, donc il y a une montée en puissance de certains pays et qui est impressionnant, mais voilà, c'est pas. Enfin, je n'ai pas de réponse. Depuis le début du salon, il y a plusieurs délégations. Vous avez parlé de délégations qui passaient sur les stands. Il y a aussi des délégations françaises qui sont venues, notamment l'ambassadeur, des gens de la DGA. Pour vous, qu'est-ce que ça symbolise par rapport à l'implication de la France sur ce salon-là en particulier ? C'est très important. En fait, le soutien, on sait que sur les contrats de défense ou les contrats importants et dans la relation entre deux pays, la présence des autorités locales, l'ambassadeur et ses équipes, la DGA, le ministère des Armées avec le chef d'état-major de la Marine et le représentant du chef d'état-major des Armées qui sont venus auprès des entreprises françaises et pour rencontrer leurs homologues saoudiens. C'est important. Ça montre l'importance de la relation. Et au-delà du salon et du DGA qui est venu, il y a eu des visites ministérielles très importantes ces derniers temps et régulières. Et donc oui, ça témoigne du bon fonctionnement de la relation franco-saoudienne et de la manière dont on considère effectivement l'Arabie Saoudite. Et c'est assez bien apprécié effectivement aussi par nos entreprises, ce soutien politique, militaire et institutionnel. Et on avait aussi 2 parlementaires qui sont venus, donc les différentes sphères du soutien français à l'industrie française ont été appréciées. Merci beaucoup pour cet échange qui nous permet d'éclairer un petit peu cet univers qui est souvent dans l'ombre, il faut le dire, de l'industrie défense, qui n'est pas forcément toujours très comprise du grand public. Et ce salon est intéressant justement pour ça. Donc merci pour cet échange. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site defensezone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.